On passe au dossier suivant. Le dossier suivant, il s'agit d'un patient toujours à peu près la même tranche d'âge, de la cinquantaine, 55 ans. Il vient vous voir sur les conseils de sa femme parce qu'il a une gêne à avaler depuis 2 mois. Il ne va pas souvent chez le médecin, il a quelques antécédents et notamment un tabagisme actif et ancien depuis l'âge de 15 ans. Il travaille dans la région de Rouen comme postier, bon ça c'est pas très important. Et surtout, il boit un petit peu de calva plusieurs fois par jour. Donc alcool, tabac. Les fins de journée ne sont pas toujours faciles. Il a pour antécédent une hypertension artérielle, une tumeur rénale opérée qui s'est avérée bénigne, ça on ne s'en occupe pas, une insuffisance cardiaque d'origine ischémique, donc ça c'est un peu plus important comme antécédent, avec un encore d'effort, et il prend certains traitements, et notamment du cardégique. Il a fini par venir vous voir parce qu'il est de plus en plus gêné pour manger. Il mange des aliments mous, purés, soupes, des choses comme ça, parce que les aliments solides, il arrive à les déglutir, mais une fois qu'il les a déglutis, ça ne passe plus, il les recrache aussitôt. Caractérisé précisément en justifiant le symptôme présenté par ce patient. Donc le symptôme présenté par ce patient, c'est une dysphagie. Bon, ça c'est facile, jusqu'ici. Une dysphagie récente, qui évolue depuis quelques semaines, je crois, 2 mois, voilà. Alors, ce qu'il fallait caractériser un peu plus, et ça c'est précisé dans une conférence de consensus également, c'est la conférence de consensus qui précise les indications d'endoscopie haute. Donc ce qu'il fallait préciser, c'est qu'il y a une allure organique. Pourquoi ? Parce que c'est une dysphagie au solide, d'aggravation progressive depuis quelques semaines. Donc c'est une dysphagie d'allure organique. Et deuxièmement, ce qu'il fallait préciser, c'est aussi marqué dans la conférence de consensus, c'est l'origine œsophagienne. Pourquoi il faut préciser cette origine œsophagienne ? Parce qu'on distingue 2 types de dysphagie, l'origine pré-œsophagienne, c'est des causes le plus souvent ORL, et l'origine œsophagienne. Et dans ces 2 cas, ça ne sera pas la même orientation et ça ne sera pas le même premier examen à faire. On va en parler après. Donc, comment on précise cette origine œsophagienne ? C'est marqué dans la conférence de consensus qu'une origine pré-œsophagienne, c'est une difficulté à initier la déglutition. Ici, il arrive à initier la déglutition, on s'oriente donc plus vers une origine œsophagienne. Quelles sont les principales causes de dysphagie ? Alors, il y a des causes ORL. Alors, les causes ORL pré-œsophagiennes, comme on l'a dit, oui. Après, il y a les causes œsophagiennes. Alors, quelles sont les causes œsophagiennes ? On va surtout insister sur les causes œsophagiennes organiques, puisque c'est notre cas. Donc, dans les causes organiques, on a une tumeur de l'œsophage. Très bien. Donc, tout ce qui rétrécit la paroi de l'œsophage. On peut aussi avoir une insuffisance du sphincter œsophagien. On peut avoir une insuffisance du sphincter œsophagien, oui. Et après, il y a des causes plus fonctionnelles, en fait, avec une hyperréactivité œsophagienne. Oui, des acalasies, des troubles moteurs. Alors, l'insuffisance du sphincter œsophagien, oui, ça va plutôt rentrer dans le cadre des troubles moteurs également. Donc, dans les causes de dysphagie organique, j'ai retenu surtout les tumeurs, c'est-à-dire les cancers de l'œsophage, parfois les tumeurs bénignes, ou alors les compressions extrinsèques également, médiastinales, une adénopathie médiastinale tumorale par exemple. Les deuxièmes causes, c'est les sténoses. Les sténoses, elles peuvent être peptiques, c'est assez fréquent, enfin c'était assez fréquent avant qu'on ait les IPP. Maintenant qu'il y a les IPP, ça reste quand même beaucoup plus rare, mais c'est des vraies sténoses qui peuvent parfois obliger à opérer. Les sténoses infectieuses, on peut avoir des sténoses candidosiques par exemple, sur des œsophagites infectieuses. Des sténoses malignes, ça c'est les tumeurs, on vient d'en parler juste au-dessus. Et des sténoses chimiques, une ingestion de produits, des sténoses caustiques en fait. Alors ça, il faut bien interroger le patient, c'est très difficile de faire le diagnostic parce que ça peut être une ingestion de produits dans l'enfance par exemple et une sténose qui se déclare plusieurs dizaines d'années après. Donc bien interroger le patient, est-ce qu'un jour vous avez bu du Destop par exemple ou autre chose ? Ils s'en souviennent en général si c'est du Destop, mais il y a d'autres produits moins agressifs dont ils ne se souviennent pas. Le corps étranger, ça peut être responsable d'une dysphagie, mais bon, c'est très aigu et on s'en rend compte. Syndrome de Plummer-Vinson, c'est une histoire d'anneau, c'est assez anecdotique. L'anneau Schwatzky, c'est aussi un anneau œsophagien, c'est assez anecdotique. La compression externe, donc on a parlé des compressions médiastinales tumorales qui sont fréquentes par contre. Il y a également les compressions médiastinales d'origine vasculaire, dilatation aortique, des choses comme ça. Voilà.
C'est essentiellement ça pour les causes de dysphagie organique. Après, on a les dysphagies œsophagiennes d'allure fonctionnelle, donc c'est les troubles moteurs divers et variés. Ici, qu'est-ce qu'on privilégie? On privilégie l'origine néoplasique. Pourquoi? Donc le cancer de l'œsophage, pourquoi? Sur le terrain, c'est un patient alcoolotabagique de 55 ans et donc on privilégie le cancer de l'œsophage et notamment le carcinome épidermoïde. Quelle exploration on réalise en première intention et dans quelles conditions? Alors, quelle exploration tu réalises en première intention? Une fibroscopie œsogastro-duodénale. Voilà, donc c'est là qu'était important de distinguer une dysphagie œsophagienne ou pré-œsophagienne. C'est marqué dans la conférence de consensus, si c'est pré-œsophagien, premier examen à faire, examen ORL clinique. Si c'est œsophagien, premier examen à faire, eh ben, c'est la fibroscopie œsogastro-duodénale. Donc on réalise en première intention une endoscopie œsogastro-duodénale, au mieux sous anesthésie générale, d'autant plus qu'on pense qu'il va y avoir des biopsies à faire, ou qu'on peut avoir un petit ressaut au passage, que ça peut être difficile de passer, donc on aime bien avoir une anesthésie générale dans ces coups-là, dans ce type-là. J'ai marqué dans ma correction, après arrêt le plus court possible du cardégique, c'est un peu à moduler, c'est-à-dire que le cardégique n'est pas une contre-indication en biopsie, donc c'est arrêt si possible, c'est-à-dire vous demandez au cardiologue si ça ne dérange pas qu'on l'arrête. Éventuellement, vous faites un relais par héparine. Si le cardiologue ne veut pas arrêter parce qu'il y a un stent actif, un stent récent ou quelque chose, on peut très bien faire des biopsies sous-cardégiques, ça ne pose pas un gros problème. Mais bon, vous serez plus confortable si vous l'arrêtez. Donc le but, c'est effectivement de voir la tumeur ou autre chose, de faire le diagnostic de la dysphagie œsophagienne, et si on voit une tumeur, de faire des biopsies. Alors, donc vous faites cet examen, vous découvrez une volumineuse tumeur du moyen œsophage, bourgeonnante, saignant au contact de la pincée biopsie, toutes les caractéristiques habituelles d'une tumeur suspecte. Les biopsies retrouvent effectivement un carcinome épidermoïde. Quel est le reste du bilan paraclinique de ce carcinome épidermoïde? Alors, bilan d'extension. On a fait le diagnostic là, donc on va pas refaire le bilan diagnostique, c'est les biopsies. On va donc faire le bilan d'extension. Extension loco-régionale, toujours le même plan dans les bilans de cancer. Extension loco-régionale, c'est l'endoscopie dont on vient de parler. Et le scanner cervicothoracique sans et avec injection de produits de contraste. Et aussi l'écho-endoscopie haute œsophagienne, qui n'est pas systématique, qui a surtout un intérêt dans les petites tumeurs. Voilà, dans les grosses tumeurs, de toute façon, c'est surtout le scanner qui a un intérêt. L'extension ganglionnaire, c'est le scanner cervicothoracique. Et l'extension à distance, comme d'habitude, le scanner thoraco-abdominopelvien. Voilà, et scanner cérébral et scintigraphie cystine d'appel, scintigraphie osseuse et cystine d'appel, sachant que vous pouvez être un peu orienté avec une hypercalcémie pour les anomalies osseuses, mais qui n'a rien de spécifique. Et le bilan hépatique pour rechercher des signes qui orienteraient vers une métastase hépatique. Les marqueurs qui n'est pas diagnostique, je vous rappelle, mais qui est préthérapeutique. Pour le carcinome épidermoïde de l'œsophage, on a éventuellement le CA125, mais surtout le SCC. Alors il est de moins en moins fait parce qu'on discute beaucoup son intérêt dans le suivi, mais c'est le squamous cell carcinoma, ce qui veut dire en anglais carcinome épidermoïde, donc c'est facile à retenir. Le bilan du terrain. Le bilan du terrain est essentiel dans le cancer de l'œsophage. Beaucoup plus que dans les autres cancers dont on a parlé avant. Pourquoi? Parce que le cancer de l'œsophage, c'est souvent un terrain un peu fragile. C'est des patients alcoolotabagiques qui ont beaucoup de pathologies. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le bilan du terrain? D'abord, rechercher une autre localisation de cancer. Il y a très fréquemment, c'est une façon de parler, mais c'est pas négligeable, des tumeurs synchrones, d'autres carcinomes épidermoïdes, par exemple, ORL, par exemple. Donc il faut rechercher un autre cancer, c'est-à-dire un cancer ORL, il faut faire un examen ORL complet avec une fibroscopie ORL, il faut faire une bronchoscopie, rechercher un cancer pulmonaire sur le scanner et à la bronchoscopie au moindre doute. Donc le scanner thoracique, l'examen ORL, on l'a dit. Le bilan nutritionnel chez un patient qui est dysphagique et alcoolotabagique, il est essentiel aussi. Albumine, préalbumine, enquête alimentaire et consultation diététique. Le bilan des comorbidités, c'est un patient qui peut avoir beaucoup de comorbidités. Cardiovasculaire, il les a. Donc une consultation chez son cardiologue avec un bilan récent. Échocardiographie cardiaque transthoracique pour évaluer la fonction du ventricule gauche, un ECG, éventuellement épreuve d'effort, coronarographie, voilà, un bilan cardiaque complet pour voir comment il est sur ce plan-là. Un bilan pneumologique,
des gaz du sang. Les EFR sont quasi systématiques chez ce terrain. Le bilan hépatique pour rechercher des signes en faveur d'une cirrhose, un bilan hépatique biologique. Au moindre doute, on fera une échographie hépatique, voire une biopsie hépatique. Et un bilan rénal avec une évaluation de la créatinine. Bon, ça, c'est un bilan pré-op habituel. Question suivante. On propose un traitement au patient, mais ce patient, comme ça arrive sur ce type de terrain alcoolotabagique, est quand même assez difficile à gérer et vous ne le revoyez plus. Il réagit par un déni total de la maladie et on ne le revoit plus pendant les mois suivants. Il revient quelques semaines plus tard avec une toux et une fièvre et on met en évidence une pneumopathie infectieuse de la base droite. Il vous dit qu'il a eu plusieurs épisodes de ce type de pneumopathie. Donc ça, c'est une question un petit peu difficile et assez intéressante. Est-ce que tu as quelques idées, quelques hypothèses sur le mécanisme de ces pneumopathies ? Ça pourrait être par micro-inhalation, s'il a une dysphagie, donc, et puis ça va directement dans la bronche touche droite. Exactement. Ça pourrait être aussi une néoplasie évolutive, bronchique associée, tout à fait. Surinfectée. Et ça peut être un état une espèce d'aplasie médulaire avec le cancer. Ouais, en cas d'envahissement médulaire avec ouais, éventuellement. C'est quand même les envahissements médulaires sont quand même très tardifs et très rares dans ce type de cancer. Puis après, il y a son terrain, il est alcoolique, donc il a une sensibilité aux germes encapsulés, donc il peut faire des pneumocoques à répétition. J'ai plus d'idées. D'accord. Ouais, t'en as déjà eu des bonnes. Donc la pneumopathie d'inhalation, effectivement, en plus, vu qu'on est déjà quand même quelques semaines après, il n'y a plus grand-chose qui doit passer quand il mange, donc il y a probablement des vomissements. Donc la pneumopathie d'inhalation, oui. Le cancer bronchique associé, il faut absolument y penser, bien sûr, des surinfections sur cancer bronchique associé. Le terrain un peu débilité, c'est vrai qu'il a un cancer, il est alcoolotabagique, donc il est un petit peu débilité. Bon, c'est plus un facteur favorisant qu'un mécanisme. Alors des choses un peu plus locales et un peu plus spécifiques, c'est la paralysie récurrentielle, dans le cadre d'un syndrome médiastinal par envahissement de la tumeur œsophagienne. Et c'est une éventuelle fistule œsobronchique avec du coup des infections à répétition, des infections bronchiques à répétition. Donc ça, voilà, ça c'est le mécanisme auquel il faut penser en cas de tumeur médiastinale de manière générale, de tumeur médiastinale évolutive. Question suivante. On réalise un bilan qui montre une volumineuse tumeur infranchissable à l'endoscope. On s'y attendait un petit peu malheureusement. Et on retrouve également des nodules de carcinose péritonéale. Donc on a une maladie très avancée. Le patient ne peut plus rien avaler. Quel traitement on peut lui proposer pour permettre au patient de s'alimenter ? Alors est-ce que tu as une idée ? Puisque tu es patient de gastro-entérologie, tu dois avoir des idées des techniques qu'on peut lui proposer. On peut lui proposer de lui mettre une sonde nasogastrique. On peut lui proposer de lui mettre une sonde nasogastrique. Alors là, un petit bémol quand même, il faut qu'elle passe. Oui. Si l'endoscope ne passe pas, il y a peu de chances qu'elle passe sans contrôle de la vue. Sinon, on peut lui proposer une nutrition parentérale. On peut lui proposer une nutrition parentérale. Ou, je ne sais pas si on peut faire une gastrostomie, parce que comme il a une carcinose, si, ça passe quand même. D'accord. Dans ce cas-là, je propose une gastrostomie. Il faut évaluer, mais ce n'est pas une contre-indication. Une gastrostomie d'alimentation, alors. Ouais. Et tu as d'autres idées sur les techniques locales ? Non. Eh ben, on peut faire des techniques endoscopiques, c'est en général les premières qu'on discute. Une simple dilatation, mais en cas de tumeur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça va se resserrer tout de suite. Une prothèse, voilà, c'est surtout ça qui est utilisé en cas de tumeur œsophagienne. Une prothèse si on a une sténose qui n'est pas trop longue et qu'on peut mettre cette prothèse si ça paraît faisable. Il ne faut pas hésiter à mettre une prothèse. La prothèse, ça traite en plus les fistules œsobronchiques. On aime bien mettre des prothèses de chaque côté, dans ce cas-là, à la fois dans les bronches et à la fois dans l'œsophage. Une dernière technique qui est vraiment palliative, c'est un forage endoscopique. C'est un petit peu barbare. On va faire un trou dans la tumeur pour permettre aux aliments de passer. Voilà, c'est quand même une technique qu'on ne fait pas très souvent et qui en plus n'est pas très efficace et assez morbide. Autre chose qu'on peut discuter, donc tu m'as dit l'alimentation parentérale. Alors, c'est pas très physiologique, donc en général, on discute si on ne peut pas faire les autres techniques ou alors en attendant les autres techniques. La gastrostomie, oui, c'est un bon traitement. Alors, c'est vrai que ça fait faire un trou ici, donc ce n'est pas non plus la première technique qu'on discutera. On fera d'abord les techniques endoscopiques si possible, mais si ce n'est pas possible, on fera une gastrostomie. Et ensuite, la radiothérapie palliative. La radiothérapie palliative peut permettre de diminuer la masse tumorale et de permettre aux patients de manger. La chimiothérapie palliative va aussi, si elle est efficace,
diminuer le volume tumoral et à ce moment-là permettre au patient de remanger peut-être. Donc tout ça, c'est des moyens qui vont participer au fait que le patient remange. Question suivante, le patient reprend l'alimentation, on ne nous dit pas trop comment, et on entame par la suite une chimiothérapie palliative. Il revient, alors j'aime bien cette question des vomissements chez un patient à cancer, puisque je vous l'ai remise, mais sous une forme un peu différente, c'est l'examen clinique chez ce patient. Donc on recherche des signes généraux, fièvre, anorexie, fièvre en faveur d'une gastroentérite par exemple, le date et le déroulement de la dernière cure de chimiothérapie, est-ce que le patient peut être éventuellement en train de subir les effets de la chimiothérapie ou non. Les signes abdominaux, voir s'il y a une occlusion, surtout, ça c'est la première chose à faire, rechercher un syndrome occlusif avec arrêt des gaz et des matières, des douleurs abdominales, la date de début des vomissements, est-ce que c'est brutal ou non, et le rapport avec l'alimentation, est-ce que c'est postprandial direct ou pas. Ça peut bien donner aussi une idée, si c'est mécanique, ça va être postprandial parce que c'est bouché ou pas. Les signes neurologiques, bien sûr, il ne faut pas oublier l'examen neurologique. Je vous ai parlé tout à l'heure du syndrome méningé et de l'hypertension intracrânienne qu'il faut savoir rechercher. Donc ça, c'était à l'interrogatoire. À l'examen clinique, on va également rechercher ces signes neurologiques, mais aussi un examen abdominal à la recherche d'un météorisme, d'une défense, voire d'une contracture, d'un tympanisme, éventuellement d'une matité évocatrice d'une ascite qui peut aussi comprimer et donner des vomissements. Un toucher rectal qui permettra de rechercher un nodule palpable de carcinose, mais bon, là, on a l'impression qu'il avait une carcinose, on le savait. L'auscultation cardio-pulmonaire qui permet de rechercher un foyer de pneumopathie, ça c'est les complications des vomissements, on revient aux pneumopathies d'inhalation dont on parlait, et un examen général. Bon, cette question n'était pas très spécifique, mais il fallait dérouler un peu tout ça. On obtient l'imagerie suivante, interprétation de cette imagerie. Est-ce que tu peux interpréter cette imagerie ? C'est un ASP donc, d'un patient qui est couché. Tout à fait. Donc, on voit une dilatation massive du côlon avec des niveaux hydroaériques. Absolument. Et donc, visiblement, oui, c'est le côlon parce que les niveaux ils sont plus larges que hauts. D'accord. Voilà. Donc, conclusion ? Conclusion, c'est une occlusion colique chez un patient cancéreux. D'accord. Donc c'est un ASP couché, effectivement, avec des rayons horizontaux. On retrouve des nombreux niveaux hydroaériques. Tu m'as dit que c'était plutôt colique, donc effectivement, c'est plutôt une occlusion plutôt basse. Donc, quelle raison il a d'avoir une occlusion basse ? C'est la carcinose chez lui. Donc, la conclusion que j'ai mise, c'est une occlusion digestive. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Plutôt en rapport avec la carcinose péritonéale, secondaire à un carcinome épidermoïde de l'œsophage. Question suivante, on élimine la possibilité de lever un obstacle unique, puisque dans ce cas-là de syndrome occlusif sur carcinose, il y a parfois un gros nodule unique qui comprime et il faut discuter de lever cet obstacle. Ici, on a l'impression que c'est de la carcinose partout et qu'on ne peut pas lever cet obstacle, ou en tout cas, ça n'a pas d'intérêt parce que ça récidiverait immédiatement. Et donc, il va falloir opter pour un traitement médical de cette occlusion, sachant qu'en plus, il est très douloureux. Le traitement de l'occlusion en soins palliatifs, il n'y a pas énormément de choses à connaître en soins palliatifs, mais le traitement de l'occlusion, c'est assez fréquent. Donc, la mise en condition, c'est l'hospitalisation. On perfuse le patient sur le PAC, puisqu'il a un PAC, il a eu de la chimiothérapie, une hydratation et une rééquilibration hydroélectrique. Deuxième chose, il faut protéger les voies aériennes supérieures si le patient vomit, bien sûr. Donc, mettre le patient à jeun et mettre une sonde nasogastrique en aspiration qui aura également l'intérêt de diminuer la distension digestive et de diminuer la souffrance digestive. Il ne faut pas oublier, quand on met une sonde nasogastrique en aspiration, de compenser les pertes digestives avec du B26 par exemple. Ensuite, le patient vomit, il faut lui mettre un traitement antiémétique. Donc le meilleur traitement antiémétique, dans ce cas-là encore, ça va être la corticothérapie. Alors ça a plusieurs buts dans ce cas-là, la corticothérapie. C'est l'action antitumorale, qui va diminuer la masse tumorale et permettre parfois de reprendre le transit. En tout cas, pas vraiment la masse tumorale, mais la part inflammatoire de la masse tumorale. Et c'est l'effet antiémétique, qui est très fort. Donc corticothérapie systémique, on dit 2 mg kg par jour, et qu'on aimera être de courte durée, parce que si ça ne marche pas au bout de 5 jours, en général, on se dit que ça ne va pas marcher plus tard.
Éventuellement, les cétrons qui n'ont pas la MM mais qu'on peut utiliser, hein, les primpérans, etc., il faut mieux éviter parce que c'est une action motrice, donc ça va encore plus paralyser le type digestif. S'il y a des vomissements avec lesquels on ne s'en sort pas, comme tout à l'heure, on peut utiliser le largectile en seringue électrique. Donc les prokinétiques, comme je vous disais, le primpéran, il faut mieux éviter parce que ça risque d'aggraver l'occlusion parfois. Les antisécrétoires, ils doivent être utilisés dès le début, c'est les analogues de la somatostatine, hein, le scoburène qu'on met par voie veineuse ou la sandostatine qu'on met par voie sous-cutanée. En général, il faut les utiliser dès le début, ça permet de lever l'occlusion, surtout en diminuant les sécrétions. Ça a d'autres actions, mais surtout ça diminue les sécrétions et donc le volume de sel et la distension. Le traitement antalgique est essentiel dans le traitement de l'occlusion, donc palier 2, IV si insuffisant, hein, il en était au tramadol, ça a l'air pas tout à fait suffisant. On va donc utiliser des paliers 3, la morphine. Alors souvent on a peur d'utiliser la morphine dès qu'un patient est constipé ou en occlusion parce qu'on se dit ça va paralyser le tube digestif, etc. C'est pas un problème. Le patient, il faut qu'il n'ait plus mal, donc il ne faut pas hésiter à utiliser la morphine aux doses nécessaires. Il ne faut pas du tout récuser la morphine pour l'occlusion. Donc on peut l'utiliser sous-cutané par exemple au début. Et après faire un relais IV ou Péros. C'est quand même assez facile de titrer par voie sous-cutanée au début. La nutrition parentérale, il faudra la discuter, ça dépend si on a une longue durée d'occlusion ou pas. Si le patient est en occlusion chronique, qu'on n'arrive pas à lever, à moins qu'il soit OMS 4, on lui propose en général de la nutrition parentérale. On surveille la clinique, les matières et les gaz, les laxatifs, dès la levée de l'occlusion. Voilà, j'ai fini cette première conférence axée sur la cancérologie. Est-ce qu'il y a des questions ? Aucune question ? Très bien. Eh bien, à la prochaine.